Et coucou Olivia. Salut Doris, comment ça va? Mais écoute, merci de me devancer. J'allais te poser la question. On a besoin de cette bienveillance en ce moment. Ça Ouais. va super et toi? Bah, ça va super, merci. Eh ben écoute, au top, on commence sous les meilleurs auspices. Alors, je vais te présenter. J'ai eu le grand bonheur de voir ton spectacle qui s'appelle Oui, je sais. C'était au théâtre, et ça l'est toujours, au théâtre L'Européen à Paris. Donc, tes prochaines dates, ça va être le 31 mars et le 30 avril. Et puis après, tu es en tournée dans toute la France. Le magmulhouse-alsace.fr a écrit Oui, je sais est un stand-up cérébral et très drôle sur la vulnérabilité. Ce qui est marrant, c'est qu'en off, on parlait de cette idée de vulnérabilité. Est-ce que ça te paraît bien résumer ton spectacle? Oui, oui, parce que cérébral, clairement, parce que je suis prise de tête. Et je l'ai toujours C'est-à-dire? été. En fait, je passe ma vie à me poser des questions, à retourner les trucs dans tous les sens. Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui sont à la fois hyper sensibles et hyper actifs. Donc, si tu mixes les deux, c'est bon, bah voilà, ça me laisse pas le choix que tu vois, de faire des bulles dans mon cerveau en permanence. Et donc, ouais, cérébral. C'est vrai que je suis quelqu'un de prise de tête. Mais c'est ça qui fait de moi une humoriste aussi. Je pense que quand on est humoriste, en fait, c'est aussi parce qu'on se pose des questions que les autres ne se posent pas. Ouais. Ce que tout le monde trouve normal, on est là, bah non, bah pourquoi en fait? Alors pas en mode complotiste, pas pourquoi la Terre est ronde, pas. Non, parce que notre réflexion va en général pas si loin que ça. Mais plutôt, mais pourquoi les gens réagissent comme ça? Enfin, pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est. Voilà. Plus d'analyse, plus d'observation. Ouais. Et comment tu gères justement un peu cette charge mentale? Parce que tu parles ouvertement du fait que tu es TDAH, il n'y a aucun Mmh. tabou là-dessus, Mmh. mais justement d'arriver à attraper toutes les informations du quotidien, de les analyser pour éventuellement en faire un spectacle, c'est pas trop de charge mentale pour toi? Alors je gère pas du tout. Oui, c'est beaucoup trop. Enfin, évidemment que c'est trop. Il y a pas de, tu vois? C'est pour ça que je suis obligée de les mettre dans un spectacle, mais c'est aussi pour ça que je suis obligée de faire le tri, ventiler. C'est-à-dire Ouais, que ouais. quand j'écris un nouveau spectacle, en fait, j'ai des tonnes et des tonnes de pages. Je n'ai aucun problème de pages blanches. Voilà, j'en ai des tonnes et il faut que je dise non, ça va aller dans une vidéo, ça pourrait aller dans un bouquin que j'écrirai jamais. Ça- Enfin voilà. Donc je vais laisser un héritage d'idées à la con énorme. J'adore. Tu as employé deux mots hyper intéressants tout à l'heure. Déjà, on commence au waouh, j'adore. C'est hypersensibilité Mm. et il me semble que tu as parlé Hyperactivité. d'hyperactivité. Mm. Alors, c'est deux mots qu'on entend vraiment un peu partout et Mm. parfois on ne sait plus les définir. Et on le Ouais. disait aussi en off, Ouais. putain, on a déjà pas mal parlé en off, Ouais, en fait. j'adore. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une mode, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ta définition dans ton quotidien à toi de ces deux mots? Ça se traduit comment? Ah, alors, du coup, on a combien de temps d'interview? Parce que Bah, allez, on peut partir sur une bonne heure. allez, c'est bon. Alors, hyperactivité et hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, pour moi, en tout cas, elle se traduit déjà de façon très sensorielle. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de lumière, tu vois, enfin là, il y a beaucoup de lumière, alors c'est un tournage, mais en général, je mets une casquette. Parce Ah que, ouais, ok. oui, parce qu'en fait, c'est pas que ça me fait mal aux yeux, c'est que ça me fatigue. C'est-à-dire que ça hyper stimule mon cerveau. Ok. En fait, je pense que c'est un peu, et les deux se rejoignent là-dedans, c'est dans l'hyperstimulation. Par exemple, j'ai aussi du mal avec le bruit. C'est-à-dire que j'entends en fait tous les bruits, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui m'empêche d'être concentrée. C'est un des symptômes de mon TDAH, hein, très clairement. Voilà. Et hyperactivité, c'est que en fait, je suis hyper stimulée et mon cerveau choisit de réagir. Donc la définition, enfin malheureusement, c'est super d'être hyperactif si t'es pas hypersensible. C'est ok d'être hypersensible si t'es pas hyperactif. Quand t'es les deux, tu parlais de charge mentale, enfin non, mais c'est pas une charge mentale, c'est une espèce d'ébullition permanente. Et là, les gens se disent: «D'accord, donc elle est définitivement, folle» et alors je suis pas folle parce que j'ai conscience de ça, voilà. Et ce qui était intéressant aussi, la meuf va prendre que des offs, c'est merveilleux. Cette interview va Ouais, être incroyable. ouais, Tu me disais que ça fait que 3 ans que que je suis tu au arrives à courant. mettre des mots, Ouais, ce mot-là justement sur ton TDAH. ouais, Avant ça, tu te sentais juste, enfin, pas normal en fait. ouais, C'est ça la réalité des oui, personnes qui sont pas diag TDAH. ouais. Bah, j'avoue, je me sens toujours, «pas normale» entre guillemets au Oui, sens, parce qu'au final, pas, qu'est-ce que la normalité? voilà déjà et puis, ouais et effectivement et j'ai toujours l'impression quand même qu'il y a une majorité de gens qui s'en sortent «mieux que moi» entre guillemets ou qui Oh. galèrent moins que moi. Voilà, ça c'est clair. Oui, bah, écoute, on a gardé des complexes, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas me complexer d'être complexée parce que Pas sinon du j'ai pas tout, fini. pas du tout. Mais, ouais, ouais, j'ai encore l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent mieux que moi. Après, j'essaye quand même de vivre ça, la tête haute. C'est-à-dire que, pour le coup, moi je gère ce dont je suis responsable, voilà, qui sont globalement à peu près mes comportements. Tout le reste, le terreau fertile du reste, bon, bah, je fais que faire avec en réalité. Ouais. Donc, voilà, donc c'est en ça que je porte une forme de complexe et en même temps je me dis: «Ouais, mais porte tes complexes la tête haute». C'est-à-dire que, OK, bah, tu vas déconner sur certains plans, bon, bah, c'est pas grave, les gens vont faire avec, à partir du moment où tu les as prévenus, à partir du moment où toi-même tu fais de ton mieux.
Voilà, donc je fais de mon mieux. Les gens, je suis désolée, pardon. Non, pas Et du je tout. vous aime, hein, c'est pas parce que je vous aime pas que j'oublie votre nom. C'est pas ça n'a rien à voir. Mais je sais que vous existez. Je vous porte dans mon cœur, mais pas dans mon cerveau. Ça, voilà. Mais c'est hyper important de le rappeler parce que, enfin, on réagit pas tous pareil et parfois il y Mmh a des gens, comme tu le dis, ils peuvent formaliser en mode ouais, tu te rappelles pas de moi, se vexer. mh. Et Ouais. c'est une forme d'empathie en fait, de se mettre à la place de l'autre et de se Mmh. dire, en fait, juste, on réagit juste pas pareil. Oui, Et il n'y a pas à le prendre personnellement ou quoi on que ce soit, quoi. fonctionne pas pareil. Ouais, ouais, Enfin, moi, je fonctionne avec les outils qu'on m'a filés ouais. et je sais pas, j'ai dû avoir une fin de série dans la production, tu vois? Genre, il y avait des pièces qui étaient pas bien foutues et qu'on m'a refilées, je ne sais pas, mais je fais avec et après tout, on peut faire une vie avec, des pièces mal foutues au départ, c'est pas grave. Mais de ouf, et il y a énormément de personnes qui le sont et qui vivent hyper bien avec. Et en fait, Mmh. enfin, c'est nos différences qui font des forces. C'est hyper bateau, hyper cliché de dire ça, mais au final, enfin, il n'y a pas de complexe. Enfin, voilà Ouais. quoi. Ah oui, alors par contre, je tiens à rétablir une vérité parce que en fait, quand tu as une forme c'est pas un handicap en fait, c'est un trouble, Ouais, mais ça reste, enfin pour moi, c'est une forme de handicap invisible, hein, très clairement, oui. parce qu'en plus, j'ai pas du tout la tête de quelqu'un qui a du mal à s'organiser, qui est hypersensible, C'est etc. vrai Je qu'il y a sais, des biais physiques où on peut dire, enfin, ouais, je sais très il bien a que l'air, elle a l'air. je la vois ma bonne tête de bourgeoise conventionnelle. Je veux dire, on voit la dame tous les matins dans le miroir, et encore là, on a un petit peu amélioré la chose, mais voilà. Donc, Mais t'es très belle, hein. oh merci. Mais c'est vrai, hein, Bon faut ben le voilà, dire. on peut s'arrêter là. C'est bon, Voilà, voilà, ça y merci est. d'être venu, c'était un Ouais, plaisir. merci beaucoup. En fait, que je vois bien que j'ai pas la tête de l'emploi. Donc oui, j'ai une forme d'empathie pour les autres, moi aussi, pour dire: «Attention, voilà comment je fonctionne, je préfère vous prévenir». Par exemple, quand j'arrive dans les théâtres, j'explique aux gens en particulier de la technique, mais même aux programmateurs et Ah, cetera, ok. que ah oui, oui, c'est-à-dire je pose direct le truc. C'est-à-dire alors je vais pas me souvenir de tous les prénoms Ok. et je voilà, et c'est pas parce que je suis méchante que je vous appelle pas par votre prénom ou que je les confonds, et donc je leur propose de m'appeler par un mauvais prénom quand je donne le mauvais prénom. Pour mettre un peu le truc Voilà, au mais milieu. parce que pendant des années, j'ai tout essayé pour retenir vraiment le prénom des gens, quand ils me le disaient. Je me le répétais plusieurs fois dans la tête, j'imaginais qu'il était écrit à la confiture sur leur front. J'allais dire sur leur tronc, pas du tout, rien à voir. Voilà, mais tu vois, ça Chacun c'est ses les astuces. oui, c'est ça, mais ça ne marchait pas. Donc maintenant je Ouais. dis: «Écoutez, voilà, c'est une vulnérabilité que j'ai pas ça». Au bout d'un moment, je m'en souviens, mais Mais c'est ça que je trouve formidable dans ton spectacle, c'est qu'en fait, tu normalises ouais, et tu vulgarises avec humour ces sujets, tu nous expliques en fait ouais. enfin, ce que c'est enfin, la santé mentale à travers ton parcours, Mmh, d'être TDAH, et puis aussi on va parler du burn-out. mmh. Et c'est des sujets que tu arrives à amener justement sans justement tous ces tabous, ou c'est ce qu'on est en train de se dire, on est en train de parler du fait que enfin, c'est beaucoup des tabous un peu, il y a des complexes sur ces sujets dans la société, et toi tu casses tout ça. Mmh. Et je te remercie pour ça parce que c'est ce qui en fait sincèrement sociétalement un spectacle bah, nécessaire, vraiment. Bah, j'essaie de faire un spectacle à impact. Tu vois, Ouais, on parlait mais c'est d'impact ça. social tout à l'heure, et c'est vrai, alors c'est peut-être un petit orgueil aussi, hein, parce que je pourrais me contenter, voilà, je suis humoriste, donc je suis essentiellement là pour faire des blagues, pour faire rire les gens. Mais ce cerveau ne veut pas se contenter de ça. J'ai gardé aussi ce truc de: «Ah, j'ai le désir d'être utile», et donc ouais, j'essaye de faire un spectacle «à impact» entre guillemets pour normaliser. Je pense qu'en montant sur scène, j'avais de toute façon envie de faire en sorte de soulager les gens, pas juste temporairement, en fait. Donc, quand j'ai fait un truc, sur la parentalité, c'était vraiment pour dire: «Je sens qu'il y a une petite tension, on va essayer de déshabiller ce truc-là». Pareil, le deuxième spectacle, c'était plutôt sur la séduction. Pareil, je me suis dit: «Attends, on va aller mettre le doigt aux endroits où ça fait mal», et donc voilà, et là vraiment, j'avais envie de faire un truc, ouais. Alors, c'est mon spectacle le plus personnel et le plus intime aussi, parce que là, pour le coup, j'ai mis toute ma matière. Enfin, je parle aussi des agressions que j'ai subies Ouais. enfant, et cetera. C'est très marrant, c'est très marrant. Enfin, c'est pas le sujet n'est pas marrant, c'est la façon dont j'en parle qui est marrante. Voilà. Ouais, mais tout ça, c'est des sujets qui, je pense aussi te coûtent à toi de enfin, enfin, j'aimerais savoir justement ton point de vue sur ça parce que tu parles de tes agressions sexuelles, Ouais. tu parles de De celles que j'ai subies, hein, pas de celles que j'ai commises, hein, parce que non, mais c'est important de le préciser, tu parles de ton burn-out. ouais. Enfin, tu mets quelle part de vulnérabilité, d'énergie et justement de comment je pourrais dire ça? Mmh. Je sais pas comment exprimer ma question, mais en gros, enfin, tout ce que tu donnes au public Ouais. comme part personnelle, enfin, à quel point toi ça te coûte en Et énergie? ben, ça, alors je pense que ça ne me coûte plus, mais parce que, en fait, en écrivant, j'écris jamais sur ma vie, actuelle là tout de suite. J'écris sur des choses qui sont déjà digérées.
Faut savoir qu'en fait, moi, j'utilise le spectacle pour rembourser ma thérapie, hein, Ouais, c'est ce que tu dis dans le voilà. spectacle, Ça c'est marche pas super. forcément d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait plus de gens. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en thérapie finalement et Mais on en a tous besoin. voilà et ouais, en fait, ça ne me coûte pas émotionnellement. C'est là que l'autrice et la comédienne viennent prendre, «leur part» entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas de la télé-réalité. Je pourrais pas parler de ce dont je parle si c'était encore, trop frais pour moi ou trop émouvant pour moi et ça, je pense que c'est vachement important aussi, parce que j'en ai vu pas mal des spectacles justement sur la santé mentale et tout ça, avec cette peur que ça coûte Mmh. aux comédiennes ou aux comédiens de parler des choses et que ça leur fasse retraverser des trucs. Ouais, que ça Heu ravive une douleur, Ouais, bah, que ça réveille enfin, pour parler en termes, de santé mentale, que ça, à chaque fois, réactive le trauma. ouais, Alors, en l'occurrence, moi, ça ne réactive pas le OK. trauma quand j'en parle, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire des blagues dessus. En fait, moi, le signe, c'est quand j'arrive à écrire des blagues et à les jouer, c'est bon. Ouais. C'est en fait, ça y est, c'est réglé et ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais c'est là où ça devient c'est vrai que c'est passionnant ces histoires de trauma. C'est qu'en fait, quand on «soigne» entre guillemets, quand on accompagne son trauma, c'est pas qu'il n'existe plus, c'est pas qu'on oublie ce qui s'est passé. C'est présent, mais ça fait plus mal et ça, c'est quand même génial. Je vais te faire réagir, c'était pas prévu parce que c'est hyper intéressant, à une Mmh. phrase de Lisa Azuelos. Je Mmh. sais pas si ça te Oui, tout à fait, je OK. la connais en plus, Lisa. Ah, mais je Ouais. l'adore. C'est la sœur d'une copine, Ah, donc très drôle. ouais. Donc, qui, on le rappelle, la réalisatrice de LOL, Ouais. entre autres Mmh. films qu'elle a réalisés, Ouais. et que j'ai interviewé et qui a dit une phrase que je trouve incroyable: «Je ne parle que de ce que j'ai réussi à transformer». J'ai l'impression que c'est ce que tu décris. C'est exactement ça. Mais je pense que ça, c'est aussi pour le coup, le fait d'être artiste, ça aide. Alors la question, c'est est-ce que, il faut avoir des traumas pour faire des bons spectacles ou est-ce que c'est dans le sens inverse que ça se passe? J'en sais rien. Mais en tout cas, quand on est artiste, je pense que c'est ça un peu l'impératif que ce pour Lisa qui est réalisatrice ou pour moi qui suis humoriste. Heu, c'est important justement de pas prendre le public en «otage» entre guillemets, parce que c'est là qu'on apporte quelque chose. C'est pour ça que, voilà, quand on commence à parler de sujets qui sont difficiles, c'est là que notre métier il rentre en ligne de compte, c'est-à-dire vraiment trouver la façon d'évoquer les choses pour que ce qu'on a envie de partager ait justement une utilité, ait un sens pour les gens qui viennent le voir. C'est-à-dire que moi, je peux parler de les sujets que j'évoque, je veux dire, il n'y a pas que des gens TDAH, pas que des gens qui ont fait des burn-out et pas que des gens qui ont des traumas qui viennent dans la salle et heureusement. Et tant mieux parce qu'en fait, la cible, c'est plutôt le grand public et c'est plutôt bah, je partage moi ce que j'ai vécu et comme ça, bah, ça augmente un peu votre culture sur le sujet. Et la prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui a vécu des trucs un peu durs, bah, vous saurez en fait comment réagir et vous la verrez pas comme une petite chose racornie dans un coin qui essaye de rentrer dans le mur. Mmh. Parce que c'est pas ça. Mais c'est ça qui est super, c'est que vraiment, en fait, on se questionne sur notre rapport à l'autre. Mmh. Mais ça a toujours, enfin, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un déclic qui a fait qu'à l'origine de ta carrière, tu t'es dit: «Je vais être humoriste, mais pas que, je vais vraiment me positionner sur des sujets de société». Avec le risque évidemment de, Mmh. du coup, te fermer, un public en étant peut-être justement moins grand public, ce avec quoi je suis pas Mmh. d'accord parce que pour moi, c'est des sujets grand Mmh. public parce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui Mmh. peuvent se reconnaître dans ce que tu racontes, mais ça reste quand même des engagements. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour toi de se positionner sur des sujets aussi forts? En fait, je Et pense qu'il y a aussi personnels? ouais, alors ouais, il y a quand même un déclic sur le troisième spectacle, parce que les 2 premiers étaient, enfin je m'engageais déjà pas mal parce que moi j'ai fait Mère indigne Ouais, à c'est pour partir ça. de 2011-2012 et ça parlait de la charge mentale avant qu'on commence à en parler donc c'est presque pas un choix Mmh. puisque de toute façon, j'ai toujours abordé les sujets un peu sous un angle de, bah, des problématiques. Alors c'est peut-être mon passé de juriste aussi et le fait qu'on m'a appris à problématiser les choses, mais je pense que c'est aussi lié à mon hypersensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai presque pas le choix. C'est vrai que c'est très dur pour moi d'écrire des conneries gratuites et c'est en ça, je suis pas grand public au sens où, mon unique objectif n'est pas que de faire rigoler. Voilà, il y a un petit truc en dessous, Mmh. mais en fait, c'est presque mon besoin à moi, je fais presque pas pour le public. C'est-à-dire qu'en fait, je me vois pas, avoir le privilège de monter sur scène pour, entre guillemets, «rien dire». Et tu vois? Parce que même, ceux qui pour moi font ça entre guillemets «le mieux» et en fait non, c'est les gens qui font du clown, mais du clown au sens, tu vois? Enfin des choses qui sont très élaborées et qui sont, parfois sans mots, et en fait qui passent des messages qui sont hyper puissants par le biais de la fiction. Et tu vois? Même eux disent des choses en fait. Même eux racontent quelque Mmh. chose, et qui vient un peu nous toucher au cœur. Voilà. Tout ça pour dire, je suis pas très fast-food de l'humour quoi, Ouais. en fait. Ah, j'adore l'expression. Ouais, mais en même temps c'est pas une critique, moi, il y a des gens qui font du fast-food de l'humour qui me font énormément rigoler. Donc c'est juste que je n'arrive pas à me mettre dans cette catégorie-là.
Ça vraiment, je peux pas en fait. Je pense qu'il y a trop de choses dans ce truc-là et si je fais des blagues pour rien, je me sens sale, tu vois? C'est C'est idiot mais fort. non, mais c'est idiot, Pour toi, mais c'est une opportunité gâchée d'avoir une voix peu, pour moi en et fait, de parce que je porter une ouais. pédagogie quelque part. Ouais, un peu. Il y a un truc, surtout, en fait, peut-être que c'est lié à l'époque aussi. Enfin, là, on en parlait off aussi. Je trouve on est dans une telle époque de radicalisation et Ouais, surtout, en fait, de glorification du rapport de force. En fait, je trouve que on est vraiment dans ce truc de faut s'affronter et c'est la loi du plus fort qui gagne. Et on voit que les gens votent même pour ça. Enfin, l'élection de Trump, c'est pas rien, en fait. Et les gens votent pour une forme de radicalité de mais de toute façon, il faut que ça change et qu'il y a que la force qui va le faire. Ben, en fait, je ne crois pas du tout à ça. Et moi, je crois au contraire à la puissance de la vulnérabilité face au rapport de force. Et d'ailleurs, force, puissance, ça ne dit pas la même chose. Mais ça veut dire que oui, la vulnérabilité, ben, ça demande ouais, plus de réflexion, plus de temps. Alors là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, enfin bon, quand tu as 14 dealers en bas de chez toi, la puissance de la vulnérabilité, comment te dire Et je ne dis pas que tu vas descendre, expliquer aux 14 dealers en bas de chez toi. Alors en fait, parce que ça fait du bruit et moi, je ne peux pas dormir la nuit. Non, c'est pas de ça dont je suis en train de parler. Évidemment que on peut être vulnérable et en même temps avoir des limites. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de place pour cette histoire de vulnérabilité. Et d'ailleurs, c'est Elon Musk et Donald Trump qui sont dans ce truc très affirmé de croisade contre l'empathie. ouais, Et j'ai envie de dire, mais les gars, mais si l'empathie n'existait pas, vous seriez plus en vie, mais grave. en fait. Ouais, Vous vous seriez déjà fait buter, mais 10 fois. Mm. Pourquoi est-ce qu'on vous bute pas parce qu'en fait, on a tous un petit peu d'empathie et que en fait, on a tous intégré que tuer des gens, c'est pas bien. Voilà. ouais. Ouais, mais de ouf, masterclass. Mais est-ce que c'est pas plus simple d'être vulnérable ensemble? Parce que Absolument. la difficulté, attention philosophie, c'est de d'être seul face à sa Ouais. vulnérabilité et justement de se dire peut-être je vais la garder pour moi parce que je ne sais pas si elle est partagée, je ne sais pas si elle Mmh. peut être accueillie. Et c'est ça la force de ton spectacle, c'est qu'en fait ça nous met tous ensemble Mmh. dans ce questionnement de vulnérabilité, on se sent moins seul et du coup on la conscientise peut-être plus. Mmh. C'est aussi ça la force de l'humour peut-être. Bah, c'est en fait, oui, c'est en ça que je pratique l'humour, pas seulement comme une fin en soi, c'est-à-dire pas juste faire rigoler les gens, mais aussi comme un outil pour que des choses passent. Alors un outil du coup à utiliser avec précaution, hein, précisément parce que l'humour c'est très puissant, que ça vient toucher au cœur, que ça vient toucher plein de trucs. Et oui, je pense que j'aime beaucoup ton expression être vulnérable ensemble, c'est Mmh. exactement ça, parce que après, ben, parfois il faut prendre ce risque-là. C'est pour ça que quand on dit, enfin, justement, quand on disqualifie la vulnérabilité, bah, je trouve ça en fait, hyper, comment dire? Je trouve ça déplacé en fait. Parce qu'il faut être très courageux pour être vulnérable en réalité. Il faut être courageux pour se montrer vulnérable. Je veux dire pour afficher et dire: «Eh ben écoute, en réalité, je ne fonctionne pas comme tout le monde», voilà, et quand personne d'autre ne s'est manifesté, bah, ça demande beaucoup de courage. Donc en fait, les gens qui acceptent de venir avec leur vulnérabilité et de l'exposer en disant: «Voilà, moi je mets ça, dans le panier en plus de tout le reste, vas-y, amène ton truc». Mais en même temps, ça donne tellement de puissance à plein de choses que franchement, c'est dommage de s'en priver. Mais oui, c'est un petit risque à prendre et je vais quand même préciser une chose, se montrer vulnérable avec des gens qui adorent le rapport de force et qui c'est pas la peine. Enfin, alors là, enfin, sortez de la pièce, hein, vraiment, on s'en fout. Enfin, mais c'est un bon test pour savoir qui on a en face de soi. J'adore, parce que tu me fais mes transitions, je te remercie beaucoup. Ah mais je t'en Quand prie. ça se passe comme ça. Parce que justement, tu abordes un grand thème dans ton spectacle qui est les relations asymétriques, Oui, notamment avec sa famille, ouais, sa propre absolument. famille et les choix qu'on doit Mmh. prendre quand ça devient justement peut-être un petit peu trop toxique. Ouais. Et tu dis que tu as sorti, je sais plus si c'était deux parents ou un parent Non, de non, ta mes famille. parents, je vois plus Tes mes parents. parents. J'ai coupé les ponts avec mes parents, ouais. Alors ça, c'est un sujet un peu, je dirais, glissant pour beaucoup. Ouais. Parce que dans la société, tu vas dire que tu as des parents toxiques. Tu vas toujours avoir des gens qui vont dire, oui, mais t'as qu'un père, t'as qu'une mère. Ces espèces Bah oui, mais d'injonctions ils avaient que... qu'1 mois. Bah oui. Enfin, pardon, mais c'est enfin, mais c'est ouais, c'est très intéressant ce sujet-là et d'ailleurs, ça y est, je trouve que de plus en plus, je vois passer des reels, des TikTok un peu sur le sujet des parents toxiques et de, comment tu gères, quoi. Ouais. Moi, pendant des années, évidemment, je me suis interdit, en fait, de couper les ponts avec eux, justement parce qu'il y Ok. avait cette espèce de cadre, sociétal donc et surtout, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. J'ai emmené ma mère chez la psy, que j'ai entendu dire à la psy: «Ah mais moi je n'ai aucun problème, moi je viens pour toi». Ouais. Bah, on peut pas Hein? avancer, en fait, hein. Non, on peut pas avancer et je pense que et c'est ce que j'ai tendance à répondre, c'est qu'en fait, c'est ma façon de les aimer comme ils sont. Alors dans le spectacle, je dis: «Bah, je les aime et je les respecte comme ils sont, Ouais, donc du coup, à distance, ouais, en de télétravail. loin, en télétravail, en remote». Voilà, je suis consultante, je fais plus partie de la boîte, j'ai démissionné et
Parce que ça veut dire qu'en fait, enfin pour moi l'équilibre en tout cas, il est dans le fait de ne pas concevoir de haine ou de colère, de plus avoir Mmh. besoin de revanche en fait, de plus avoir de compte à régler. En revanche, et c'est pour ça, enfin vraiment j'ai pardonné au sens même un peu spirituel du terme, et j'étais pas obligée, au sens où voilà, je ne leur voue pas de haine, je vous dis je veux pas de revanche en fait. En revanche, par contre, enfin bon bref, ce vocabulaire là, il y a pas le bon vocabulaire. Parce que j'ai pas envie de dire en même temps, parce OK. qu'il y a quelqu'un que tout le monde déteste qui dit en même temps, et donc je peux pas les dire. Ça n'empêche pas d'avoir des limites, et ma limite, c'est que je ne peux pas replonger dans des comportements, enfin, les fréquenter impliquerait que j'ai des comportements que je ne veux pas avoir, en fait, et être dans un mode de relation que je ne veux pas avoir, que je ne veux plus avoir. Effectivement, et j'ai des mais il n'y a pas que mes parents, enfin, il y a plein de gens dans la société qui sont principalement inscrits dans le rapport de force, qui veulent faire triompher leur point de vue, triompher qui ils sont, et c'est comme ça et pas autrement, et bah, en fait, non. Enfin, moi, je veux pas, enfin, pardon, et puis ça me demande beaucoup trop d'énergie. Mais ça a été quoi le déclic pour te choisir? Parce que finalement, c'est ça que je comprends, c'est qu'à un moment, par rapport aux gens Mmh. et par rapport surtout à ta famille, et on sait que dans la vie, Mmh. enfin, c'est quand même le choix le plus dur, moi je l'ai vécu donc je le Mmh sais, mh. de sortir, sa famille toxique. À partir de quand tu t'es dit: «Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé»? Parce que c'est ça, hein, finalement le fond quand Ouais. tu prends ta mère en thérapie, elle ne veut pas être aidée, tu on ne Mmh. peut pas avancer. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Je me choisis, je vais y laisser ma santé mentale»? Est-ce que tu as identifié un Ah oui, moment? oui, très bien. Alors il y a eu un premier déclic très clair, c'est quand j'ai eu des enfants. OK. C'est-à-dire qu'en fait là, il y a un truc qui s'est mis en place de: «Alors en revanche, je ne vais pas avoir assez d'énergie pour mes parents et mes enfants». C'est-à-dire D'accord. que là, c'est en plus, j'en ai 3, enfin, et puis même un, en fait, parce qu'il y a quand même un truc, enfin, moi, ça me prenait beaucoup d'énergie mentale. Et en fait, j'ai été élevée, éduquée par ces gens-là à être utile. Alors aujourd'hui, je rentabilise cette, cette injonction dans mes spectacles et dans ma vie pro. Mais surtout, je me suis dit, «Je ne peux pas passer ma vie à me rendre utile à mes parents, tout en éduquant mes enfants avec la disponibilité dont ils ont besoin». Et c'est clairement mes enfants qui ont la priorité sur tout mon espace mental. Et pour autant, je ne suis pas une maman gâteau, et mes enfants, ils se diraient: «Ah bon? Mais tu passes ta vie à faire plein de trucs». Oui, certes, c'est vrai, mais la tâche en arrière-plan, ça reste mes enfants, leur sécurité physique et mentale, et le fait qu'ils sentent que je peux quand même accourir dès qu'il y a quoi que ce soit, et que je suis là pour les préparer à l'existence telle qu'elle est, enfin telle que je la connais moi. Et Mmh. d'ailleurs, c'est souvent un truc que je leur dis, c'est: «Alors par contre, je vous prépare au monde que je connais moi, je peux malheureusement pas vous préparer au monde d'après parce que je ne le connais pas». Donc voilà. Mais donc le premier déclic, ça a été ça. Et puis après, bah, il y a le travail en thérapie aussi, parce que, moi j'avais vraiment une estime de moi-même, et même qui était très, très proche du sol, hein, vraiment. Je valais rien, et C'est ancré par l'éducation, hein. oui, c'était ancré par l'éducation, et en fait, et bah, j'ai appris à construire ça, en fait. J'ai vraiment appris à construire une estime de moi en étant, bah, d'abord très factuelle. C'est-à-dire regarder ce que j'ai réalisé, et ça peut partir de, bah, déjà j'étais un bébé, j'ai appris à marcher, quoi. Mmh. Bah, j'ai appris à marcher, j'ai appris à parler, j'ai appris à me nourrir à peu près correctement, enfin, et en fait, en reprenant tout ça, je me suis rendu compte que ça vient installer un truc Mmh. de jeu, et de moi, j'ai réussi à faire ça, et tout à coup, c'est ça qui aide aussi à s'individuer par rapport à sa famille. Et je pense que il est là le bon test. C'est en fait, dans une famille, tu es dans une famille saine quand ta famille accepte que tu t'individues, et que leur point de vue, certes, est intéressant, mais ne conditionne pas toutes tes réactions. Et qu'ils sont capables d'accepter ça. Et moi, je travaille ça avec mes enfants. Il y a plein de trucs que mes enfants font, en plus ils sont adolescents là, quand je désapprouve, qui me font hurler à l'intérieur. Bon, bah, comment dire? J'essaye de partager ma position de façon, comment dire? Respectueuse, au sens, je les traite comme des vrais individus et pas comme une extension de moi-même. Une vanne que j'aime bien faire, c'est qu'il y a plein de parents qui pensent que leurs enfants, c'est un organe à eux, mais qui vit en dehors de leur corps, Ouais. et ils trouvent ça scandaleux. Donc j'essaye d'oublier que mes enfants sont sortis de mon corps, et voilà, je les parce que de plus en plus, ça devient des vrais gens. Donc si ça devient des vrais gens, à un moment, il faut les considérer comme des vrais gens, et aussi de façon responsable. Bien sûr, comme tu dis, c'est des individualités Ouais, et les traiter comme telles. ouais. Tu dit que quand tu étais plus jeune, tu sentais que tu valais vraiment rien et que Mmh. voilà, c'était lié à l'éducation, et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te célébrer, à célébrer tout ce que tu viens de dire, les petits accomplissements, ça veut dire des conneries, oui, j'étais bébé, j'ai marché. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est Ouais, j'ai réussi un tel, j'ai réussi ouais, ça, j'ai rempli une salle, etc. Ça peut même être des conneries du ouais. quotidien. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que depuis que tu n'es plus dans cette relation familiale, tu t'es Oui. empowerée?
Oui, alors après, c'est vraiment un je me suis forcée, hein, entre guillemets, parce C'est que du travail. oui, en fait, c'est un vrai travail intérieur et puis surtout en France, on a cette espèce de culture de et moi, j'avais des gens dans ma famille qui disaient ça: «Ah, faites pas trop de compliments, hein, après elle va devenir orgueilleuse et Ouais, tout ça». en Enfin, France, on a du mal avec ça. oh Ouais, tout my de suite, tu te la god! pètes, Non, mais ouais. c'est ça, Juste avoir confiance en soi, c'est hyper mal vu au fond. exactement, Ouais, on dirait que ça va faire de nous des gens mal élevés. Bah, ouais. pardon, enfin, Condescendant, hautain, méprisant, arrogant, ouais. exactement, enfin, on confond tout. Bah, Ouais. pardon, non, en fait, en réalité, plus on a de l'estime pour soi et plus on a confiance en soi et plus on est aimable avec les autres. Parce que moi, je me connais, je sais ce que j'ai réalisé, voilà, petit à petit, oui. Et puis là, j'ai formidable pour ça. Enfin, c'est pour ça, moi, je kiffe vieillir, j'adore ça, quoi. Ah, j'adore! Ah, je kiffe vieillir, vraiment. OK. C'est un délire, c'est vrai. Ah non, mais ça m'intéresse. Ouais, ouais. Ça m'intéresse, le rapport à l'âge, Mm. parce que je sais pas si tu as vu passer dernièrement, le bad buzz par rapport à Bénédicte, Delmas. Ah oui, j'ai vu, ouais, ouais. Ça Parce m'a qu'elles, rendue dingue. parce qu'on a, Ouais, ouais. elle a mis une photo avec Adeline Blondiot et elle s'est pris, mais je crois, plus de 1000 commentaires. Ah oui, Vous avez mal vieilli. Enfin, il y a cette injonction des femmes à devoir rester bien avec la police, etc., passer un ouais, certain âge. Et ça entretient le fait que mm, les femmes complexent ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de vieillir. Toi, c'est Ah quelque non, chose alors moi, avec je lequel tu es kiffe. à l'aise. Moi, j'adore. Évidemment que je ne vis pas hyper bien le fait que physiquement plein de trucs se cassent la gueule et que ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Ok. Évidemment que c'est très désagréable, mais attendez, enfin, vieillir, c'est pas se limiter à son physique. Sur cette polémique-là, pardon, c'est encore une fois ramener les femmes à leur physique. Enfin, pardon, mais je pense que ces deux femmes, elles ont fait plein d'autres trucs dans leur vie que d'être un physique. Donc, on va bien, bien se détendre. Pour moi, ça donne surtout des indices sur les gens qui commentent. Et j'ai envie de dire, oh, je suis tellement désolée pour vous s'il y a vraiment que ça dans votre évaluation des individus, c'est leur physique. Non, mais grave. Non mais enfin, parce que ça vient, et ramener tout le monde à son apparence. Je dis pas que l'apparence, c'est pas important. Enfin, pardon, on a une jolie chemise rose. Vous voyez pas mes chaussures et mes chaussettes. Elles sont Mais trop stylées. attendez, Merci, grave. hop là, attends, Elles est-ce sont qu'on les trop voit à belles. l'écran? Voilà, Franchement, on les hop voit, je là, pense, ouais. voilà, hop là. Ah, c'est cette caméra-là. Voilà! Tous les Bon, plans. aïe! Bon, voilà. Jusqu'à la table Je est casse la cachée et table. tout. Mais non, mais je veux dire, je dis pas que l'apparence, c'est pas important. Je dis juste que ça n'est qu'un indice de ce qu'on est. Ouais, ouais, bien sûr. Que oui, enfin, dans mon spectacle, je dis, je me fie aux apparences parce que précisément, ça me donne en fait des indices sur l'intériorité de la personne. Si je vois quelqu'un qui a beaucoup pris soin d'elle-même, je me dis, tiens, c'est quelqu'un pour qui le regard de l'autre est important. Oui. Et c'est pas, ah, cette personne est très belle ou cette personne est très moche. Mm. Si quelqu'un est peu soigné, par exemple, je vais surtout me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de, je sais pas, de considération de soi ou pas? Ok. J'en sais rien. Ça Mais en tout traduit cas, quelque chose. oui, ça raconte quelque chose des valeurs de la personne. Et c'est ni bien ni mal, c'est une information. C'est Ouais, ça ouais. que je dis. Pas Moi, je réfléchir à juge, ça. voilà, je juge sur les apparences, c'est-à-dire je suis factuelle. Je donne l'exemple de Michael Jackson en disant, factuellement, on aurait peut-être pu s'intéresser à cette personne quand même, hein. Et moi-même, j'étais adolescente hein, à cette époque-là, et le mec se baladait avec des gamins, et j'étais adolescente, et moi-même, je faisais des babysitting, j'étais payée pour m'occuper des enfants des autres. Je veux dire, moi-même, je n'aurais pas pris des enfants gratuitement autour de moi. Donc, à un moment, peut-être il y avait une question à se Ah poser. oui, ouais, Bref. mais de ouf. Mais par rapport à l'âge, toi, Oui, ça t'apporte quoi les années qui passent en termes d'expérience, d'affirmation de toi? c'est Tu sens génial. que genre tu prends des points, Mais que... bien sûr, mais tu Ouais, prends des points de fou. C'est génial. c'est Enfin, trop bien. mais bien sûr, enfin, j'aurais aimé savoir autant de choses sur moi à 25 ans que j'en sais à 49. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, selon la police. Et parfois moins, selon les manifestants. J'en fais moins. Quand les manifestants sont dans le noir et bourrés. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que enfin, ça construit tellement de choses. Et même le fait de... Enfin, je sais même mieux comment m'habiller, justement. Je suis plus amie avec mon apparence maintenant que je ne l'étais à 25 ans. Et évidemment, oui, évidemment que j'ai encore des complexes physiques, mais au bout d'un moment, je me dis, attends, par exemple, avant de sortir de chez moi, voilà, je prends soin de moi, etc. Mais j'ai toujours cette limite de, tu sais, si tu croises, zut, j'ai oublié sa recette, Wolverine, comment il s'appelle? Le gars qui a joué Wolverine? Bon, bref. Hugh Hugh Jackman, voilà, Waouh. voilà, moi c'est mon Je fantasme. l'ai Pardon, sorti du fond du tiroir parce voilà, que je moi regarde c'est pas Hugh du tout ça. Jackman, mon fantasme. Oui, moi non plus, c'est juste que voilà. Bon, Hugh Jackman, si tu regardes cette interview et qu'éventuellement tu es célibataire, mais je crois que tu viens de te remaquer avec une femme de ton âge. Ils font pas d'efforts. Non, mais c'est pas grave, il est avec une femme de son âge, je l'aime beaucoup. Moi, mon type, c'est voilà, psychologique et physique, c'est Hugh Jackman et Keanu Reeves. Voilà, Ok, parce que voilà, parce qu'ils se mettent avec des femmes de leur âge déjà, donc c'est quand même formidable. ok. Et bon, mais si je croise Hugh Jackman et qu'il me juge que sur la qualité de mon eyeliner ou de mon nombre de kilos, bah, c'est peut-être pas l'homme avec lequel je dois être. C'est-à-dire que je ramène ça à la séduction. Complètement. Enfin, vous voyez, donc c'est C'est ça sur le le... mindset, hein. Ouais.
Oui, c'est un De truc valeur, d'acceptation, de valeur, de plein de trucs, enfin, et puis de maturité émotionnelle aussi. bien sûr. Enfin, voilà, Ça traduit énormément de choses de la personne, hein. Quelqu'un qui exactement. veut te façonner, mon Dieu, la vision Oui, qu'il a quelqu'un de qui a la besoin femme, d'un trophée, pas du tout. je veux dire, il y a une différence entre vouloir être avec quelqu'un qui prend soin de soi parce qu'elle a une forme d'estime d'elle-même qui fait que, voilà, elle a de la considération pour son apparence, et vouloir un trophée, Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui répond à un certain nombre de normes pour pouvoir être exhibé. Enfin, ça, c'est de l'amour narcissique, ça s'appelle. ah ouais, Et ouais, c'est pas le bon, c'est pas celui-là. complètement, complètement. On pourrait faire un épisode entier sur les relations toxiques. Oui, tout à fait. Le thème global de ton spectacle, Mmh. même si il y a beaucoup de sous-sujets, on va dire, ça reste quand même la santé mentale. Ouais, Moi, il y a une grande question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que pour toi, tout le monde devrait aller voir un psy? évidemment, évidemment. En fait, le truc qui me rend, complètement, enfin qui me fait péter une pile, c'est quand des gens me racontent leurs problèmes et qu'ils ont toujours le même problème, ils ont toujours le même comportement qui aboutit à la même solution. Bon, bah, je me dis: «Peut-être tu pourrais en parler à quelqu'un», et que ces gens-là me répondent: «Ah, tu veux quand même pas que j'aille voir un psy? Attends, c'est bon quoi, les psys, c'est pour des fous». C'est ouf. Ouais. Enfin, je peux faire un petit point? Mais complètement, D'accord. vas-y. Les psys, c'est pas pour les fous, d'accord? C'est pour les gens qui savent qu'ils sont fous, OK? C'est-à-dire que les vrais fous savent pas qu'ils sont tarés, OK? Donc, c'est les gens qui foutent jamais le pied chez le psy qui ont le plus de problèmes, OK? Voilà, faites une allez, de temps en temps, trouvez quelqu'un de bien, faites un petit point, voilà, comment ça va les amis, la famille, comme ça, comment on se sent à l'intérieur? Hein, voilà, comment je me sens? Comment vous vous sentez? Posez-vous cette question, demandez à quelqu'un de vous poser cette question. Oui, il faudra payer, mais je vous assure, ça c'est très bien, ce sera très bien pour la société dans son ensemble. Mais c'est vrai que les gens sont, tu fais bien de le dire, dans des schémas. Et Mmh. en fait, ils arrivent encore à dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Et c'est Mmh. finalement le plus grand signe que tu as besoin d'aide, c'est que tu es dans le déni de ça, quoi. Et on a tous besoin d'aide. Enfin, moi, je fais typiquement partie de ces gens qui, précisément, ont appris à être toujours tout seul et à se débrouiller tout seul. Parce que j'ai vécu des choses dramatiques dans lesquelles j'ai dû me débrouiller toute seule. Et donc, ça s'est encodé en moi. Et donc, j'étais cette personne qui, quand quelque chose ne va pas, elle n'en parle pas. Et j'en parlais pas aux autres, en tout cas. Voilà, et je décidais que je devais me débrouiller toute seule. Et un des apprentissages, et que j'ai appris ça en grandissant en âge, si on veut pas dire vieillir, c'est qu'on a tous et toutes besoin des autres, et on a besoin de ce rapport équilibré avec les autres où, moi je jouais les super-héroïnes, c'est-à-dire que j'étais toujours là pour aider les autres, au sacrifice d'ailleurs de plein de trucs, de même y compris de ma santé mentale, et j'ai compris qu'en fait, d'une part, je n'avais pas besoin de me sacrifier pour aider les autres, mais d'autre part, c'était complètement OK d'aller demander de l'aide. Et de temps en temps, ouais, m'appuyer sur les autres et de dire, ce qui fait qu'en amitié, je suis devenue vraiment infernale. C'est-à-dire, je dis ce dont j'ai besoin en amitié. Et c'est Et hyper la important. personne, elle prend pas. Mmh. Après, et on peut peut-être pas avoir les rapports que moi j'ai envie qu'on ait, mais au moins j'ai formulé ça. Ouais, J'ai dit: «Bah oui, mais pour moi, en fait, dans une amitié, c'est pas juste s'appeler quand ça va pas. mais bien En sûr, fait, pas du tout. c'est une amitié intime, hein, évidemment, Ouais, mais donc je fais pas ça avec 250 personnes non ouais, plus, ouais. mais c'est voilà, c'est se tenir régulièrement au courant de comment va l'autre, Mmh. il y a une histoire de, par exemple, dans l'amitié, de veiller les uns sur les autres, que j'aime beaucoup. Pour moi, les gens avec qui je suis amie, et les gens qui sont amis avec moi, bah, on veille les uns sur les autres, les unes sur les autres. Voilà, on prend la température régulièrement et on est là et on se voit «pour rien», entre Ouais, guillemets. On ouais, se ouais. voit pour se voir, pour le plaisir d'être ensemble. Ce que tu décris là, ça ressemble à de la bienveillance. Donc j'ai envie de creuser un petit peu. Mmh. C'est quoi pour toi, dans la société, la définition idéale de la bienveillance dans nos relations? Alors ça, c'est Tu as vraiment 57 heures devant toi. ouais, c'est ça. Non, mais c'est un terme qui a été tellement galvaudé que c'est Bah hyper ouais. difficile de s'exprimer dessus, mais je pense Je que pense qu'on a tous d'ailleurs notre propre définition en fait. oui. J'ai l'impression qu'on a tous et toutes envie d'être bienveillantes, et qu'on mesure pas à quel point c'est difficile. Parce qu'être bienveillant, c'est pas juste être gentil, en fait. C'est d'abord enfin pour moi en tout cas, mon plus gros travail sur la bienveillance, c'est la patience. Je sais très bien que je suis pas bienveillante 100 du temps parce que je suis quelqu'un de profondément impatiente. OK. Donc profondément impatient. Bref, je suis quelqu'un Ouais, d'impatient. t'inquiète. Voilà. Alors après, j'arrête de me juger sévèrement avec ça parce que mon cerveau n'est pas patient. La façon dont il est conformé est fait pour que les choses soient faites tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc c'est un apprentissage pour moi. Je fais avec cette vulnérabilité. Et donc quand je me montre impatiente, bah, ma bienveillance, c'est de dire: «Pardonne-moi, j'ai été impatiente et j'aurais dû être plus cool sur ce truc-là», en fait. Je pense qu'être bienveillant,
paradoxalement, hein, avec les autres, c'est d'abord être vachement conscient de soi, de ses capacités, de ses incapacités dans les rapports avec les autres, de façon à pouvoir les communiquer, de façon à éviter de mettre les autres mal à l'aise, tout simplement. Donc c'est pas juste être gentil parce que en fait, ça a pas de enfin, ce qui peut être gentil pour moi va être pas du tout gentil pour quelqu'un d'autre. Parfois j'ai l'intention d'être gentil et en fait, je dis une horreur, donc c'est pas ça. Bien sûr. Voilà, donc Hyper subjectif, hein. ouais, Très clair, on adore. OK, Journée définition. OK. Tu as parlé de ton rapport aux autres dans ton expression de tes émotions. Ouais, Et c'est quelque chose d'hyper intéressant. J'avais prévu une question dessus. Donc, dans ton spectacle, toi, tu normalises beaucoup, notamment les antidépresseurs, hein, ouais. ce qui est un sujet hyper important. Et tu as dit, c'est déjà pas drôle d'être nul Mmh, si en plus on doit le cacher. C'est une ouais. phrase que j'ai notée pendant ton Ouais, ouais, spectacle parce absolument. que je l'ai trouvée tellement forte. Ouais. Est-ce que toi, cette phrase, cette situation, c'est quelque chose que tu as déjà vécu, cette honte d'aller mal et de le faire savoir aux autres? Mais absolument, c'est pour ça en fait, c'est que, je pense que ce qui est la ligne directrice de tous mes spectacles, c'est une idée de libération intérieure. C'est-à-dire que le concept de la liberté, il est déjà complexe à l'échelle, collective et je me dis: «Ben, je vais déjà traiter ma liberté intérieure». Donc j'ai horreur de me sentir limitée à l'intérieur, et donc tout ce qui est du ressort de ce que je m'empêche de faire, soit par culpabilité, soit par honte, c'est des choses dont j'essaye de me libérer et donc c'est précisément parce que je ressentais une forme de honte et j'en parle dans le spectacle, le fait d'aller voir un psy, le fait de effectivement de devoir prendre des médicaments pour aller bien, que je me suis dit: «Mais dans le fond, est-ce que ce serait pas beaucoup plus simple en le disant?» Et après les gens ils prennent pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrête de préjuger que les gens vont se dire: «Ah, c'est mal!» et c'est vrai, moi une des dernières fois où j'ai dit que je prenais des antidépresseurs, c'était en soirée parce que je buvais pas d'alcool, parce que je voulais pas mélanger et qu'ils font: «Tu prends des antidépresseurs?» «Ah ben moi j'en prends, j'en ai jamais pris quoi». C'est ouf. «Ah non, j'ai jamais eu besoin, moi j'ai une joie de vivre» et la personne ensuite a emplafonné une demi-bouteille de vin blanc Ouais. et je comprends, c'est chacun et chacune ses stratégies, je dis juste qu'on n'est peut-être pas obligé de juger les stratégies des autres. Mais oui, c'est hyper dénigrant pour toi et pour la personne Oui, qui prend des antidépresseurs, quoi. C'est oui, mais je pense que cette personne-là, elle était pas mal intentionnée en me disant ça. Je pense que probablement ça l'a touchée à un endroit et qu'elle s'est dit, «Oh mon Dieu, moi, ça correspondait pas à l'image qu'elle voulait avoir d'elle-même, de se dire: "Un jour, j'aurais peut-être besoin de prendre des médicaments pour aller bien"». mais du coup, c'est centré sur cette personne-là, donc Ouais, ça c'est un manque d'empathie quelque part. C'est juste en fait, ça ouais, résonne probablement sur une propre peur d'en prendre éventuellement un jour, en mode: «Moi, de toute façon, tout est bien dans ma mmh. vie». Mais en même temps, du coup, enfin, il y a un halo sur toi et sur l'éventuel mal que ça te ferait d'entendre ça. Parce que moi, j'entends quelque chose de rabaissant. Alors, oui, c'est possible. En même temps, je pense pas que son intention, c'était de me rabaisser. Je pense que là, elle était vraiment dans un truc de cette personne était dans un truc de se protéger en me disant ça et en fait, c'est en ça que je l'ai pas pris personnellement. OK. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends bien compte que là, je suis juste un figurant dans son histoire. Je suis une OK. figurante dans son histoire, c'est-à-dire que je viens poser un truc sur la table, elle le voit, elle fait comme ça. Mais c'est Ouais, pas ouais. moi en fait. Et je et c'est en ça, c'est super quand on grandit en âge, pareil, ou quand on vieillit, c'est que bah, je le prends pas personnellement. C'est-à-dire que ça dit rien sur moi, ça remarque. Ça dit beaucoup sur elle, sur cette personne-là. Et je la juge pas pour ça. Moi, je peux comprendre qu'on ait des réticences, et puis il y a plein de discours, plein de machins, etc. En fait, ça dit plus sur elle que sur moi. Ouais, ouais, mais heureusement que toi, tu le prends pas comme ça, mais je pense que Mmh. c'est important de rappeler que chacun devrait peut-être faire attention à ce genre de remarques qui parfois sont plus adressées à soi qu'aux autres, qui peuvent Oui. être extrêmement blessantes en fait. Tu vois, toi, pour le coup, tu l'as pas pris pour toi, mais quelqu'un qui déjà a du mal à accepter le fait de prendre des antidépresseurs, il pourrait se sentir vraiment comme une merde, de se dire, bah du coup, moi je comprends que je suis faible si j'en prends parce que ça Mmh. le choque que j'en Mmh. prenne, tu vois. Et ça fait partie de cette espèce de société bienveillante finalement, quelque part, quoi. Bah, c'est les 2. En fait, je pense que si on veut être des gens bienveillants et dans une société qui est bienveillante, le boulot, il est à faire des 2 côtés. C'est-à-dire que oui, on doit faire attention à ce qu'on dit et se mettre 2 secondes à la place de la personne C'est qu'on ça. a en face de soi. Hem et en même temps, cette personne aussi aurait pu revenir plus tard pour me dire: «Je suis désolée, en fait, je me rends compte que j'ai fait un commentaire qui était débile, je voulais pas te blesser, c'est plus mon problème à moi». Et puis de l'autre côté, moi, effectivement, le travail que j'ai fait sur moi m'a appris à justement éviter de pas f de tout prendre personnellement, en fait et de penser que les gens m'attaquent en permanence. Non, ils m'attaquent pas en permanence et c'est là aussi Mmh. que, j'ai appris à discerner aussi les moments où il faut que je mette une limite et les moments où c'est pas nécessaire. C'est le fameux factuel dont tu parlais au Oui, début, c'est d'être ça. vraiment pragmatique. J'essaie d'être assez pragmatique. Je veux dire, la personne aurait fait un commentaire, là, on peut dire que c'est un peu «psychophobe» entre guillemets, Ouais, c'est bizarre. voilà, mais comme c'est quelqu'un que je fréquente, je me suis dit: «Ben, on aura l'occasion d'en reparler».
Voilà. Quelqu'un aurait fait ça dans un dîner, je pense que j'aurais fait, «Ah, c'est intéressant, pourquoi? Ça raconte quoi pour toi les antidépresseurs?» et non pas: «Comment tu peux dire ça? C'est dégueulasse!» Ouais. J'aurais en fait et en fait, j'aurais amené la personne à sortir son truc, ce qui probablement l'aurait emmené à un autre endroit que son point de base. Ouais, 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 OK. Mais Hyper voilà. intéressant. Toi, Ouais. tu as du détachement, je sais pas si on peut dire Oui, détachement émotionnel, mais en tout ouais, cas, tu as si. du détachement personnel par rapport aux remarques, quoi. Oui, ou en tout cas ou probablement j'ai aussi, j'ai changé de stratégie aussi. Parce que j'ai été beaucoup dans la confrontation Ouais. et je pense pas que la confrontation soit mauvaise, hein. Moi, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Donc, par exemple, en féminisme, je trouve qu'il faut ça va des Femen à Simone Veil et c'est très bien. Mmh. Enfin, vraiment, je trouve tout très bien. Heu et là, c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant je réagis différemment. Mmh. Voilà et en fait, j'amène les gens qui disent des trucs avec lesquels je me sens pas à l'aise à expliciter, Mmh. ce qui, je vous cache pas, épargne beaucoup mon énergie et ça, c'est très bien et c'est vraiment très bien. C'est un truc que je vous donne si vous avez des gens en face de vous qui font de la provocation, parce qu'il y en a beaucoup, et les gens qui font de la provoque, moi, je les amène à expliquer leur truc et donc je mets zéro énergie là-dedans. Je fais: «Ah oui, ah pourquoi? Ah oui, ah pourquoi? D'accord et pourquoi?» Marche du feu de Dieu. Parce qu'ils s'épuisent tout seuls, en fait, ils se mettent à tourner en rond. En général, c'est eux qui mettent fin à la conversation en disant: «Non mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, de toute façon, on s'en fout». «Ah bon? On s'en fout? Mais pourquoi?» C'est hyper jouissif. Oui, c'est pour ça que je suis Ouais, un peu oui, oui. bienveillante et un peu perverse à la fois, faut quand même le dire, hein. Mais parce que c'est des sujets que tu maîtrises, c'est une posture que tu tiens et eux, tu sais que c'est un peu fragile, donc c'est assez facile de faire écrouler les Bah, choses au calme, souvent, quoi. oui, c'est des gens qui sont beaucoup sur le plan de l'émotion Oui, et en fait, c'est pas mal d'être sur le plan des émotions, sauf qu'ils n'en ont en général pas conscience. ouais. Souvent, les gens qui provoquent sur des sujets de société sont, en fait, vraiment leurs paroles partent de l'émotion, c'est très rare qu'elles partent de là-haut Mmh. et d'un propos très élaboré et cetera et donc comme ils n'ont pas leur vulnérabilité, c'est qu'ils n'ont pas conscience de leur émotion. En fait, je vais même dire, c'est leur faiblesse, c'est de pas avoir conscience de leur émotion. S'ils avaient conscience de leur émotion, là, ils passeraient dans la vulnérabilité et donc dans une forme de puissance. Parce qu'ils arriveraient à dire: «Moi, je me sens mal à l'aise parce que ça vient raconter ça et blablabla» et donc là, ils gagneraient en puissance. Bah, moi, j'ai envie de dire vraiment bravo d'arriver à d'être arrivé à faire tout ce chemin de vie, d'où tu pars par rapport à ton contexte familial pour aujourd'hui nous dire: «J'arrive à m'imperméabiliser des attaques, de les transformer, voilà et sans pour autant être, dans». Tu es hypersensible, hein, pour Oui. autant, Mmh. mais pour le coup, dans les interactions aux autres, dans cette, hypersensibilité, hypervulnérabilité de, Mmh. entre grosses guillemets, «victime permanente» et cible permanente des autres. Mmh. Tu arrives à te protéger, à avoir cette distance et c'est un chemin de vie énorme et il faut quand même le saluer parce que c'est pas facile. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. En fait, alors bon, déjà, parce que si mes enfants regardent ce truc, ils vont faire: «Non, mais pas du tout!» Ah ouais? Pourquoi? Mais non, parce qu'en fait, je conserve d'énormes travers, l'impatience, du coup, le fait que je vais stresser très, très vite sur des Mais on trucs est pratiques et différent quand on est débiles en et famille cetera. avec les gens qu'on aime et tout, c'est Oui, pas mais je veux pareil. dire, c'est voilà, donc j'accueille avec très peu de bienveillance quand je dis: «À propos, les enfants, vous vous souvenez, vous avez rendez-vous avec tel médecin. Est-ce que vous avez demandé sa carte vitale à votre père? Est-ce que machin?» et que personne n'a rien fait et là, je pète une durite, je vais dire: «Vraiment, j'en ras-le-bol, c'est toujours moi, tout le monde est irresponsable dans cette famille!» et voilà, donc pardon, mais alors là, la bienveillance est loin, elle est loin, elle visite la tour Eiffel pendant que je hurle, d'accord? Voilà. Elle revient quand je fais: «Je crois que j'étais un petit peu excessive. Mais tu le Je vous réalises. demande pardon». Oui, ou parfois c'est eux qui me confrontent parce que j'oublie aussi. Bah oui, c'est bien, ça Récemment, ils m'ont dit: «Dis donc, on s'est pas un petit peu énervé là récemment?» Je fais: «Ah ah oui, si, pardon, je suis navrée, c'est vrai, je vais faire un effort la prochaine fois». Mais c'est sain tout ça, c'est bien, chacun s'exprime, chacun Oui, reconnaît ses j'essaye. torts, tôt ou tard, c'est Oui, l'essentiel dans une communication, stylée, quoi. j'essaye. En fait, je pense que, là où ma posture a changé, c'est qu'effectivement, hem, j'essaye de ne pas être une proie pour les autres. Oh, c'est fort! En fait. J'accepte d'être parfois victime et que c'est OK d'être victime parfois. Parce que, bah, c'est une position dans laquelle on nous place. C'est pas une position qu'on choisit. On devient victime, en fait. On ne se fait pas victime. On ne se fait pas victimiser, ça n'est pas un choix, d'accord? On se fait couper les cheveux, mais on se fait pas victimiser. Les mots sont importants. Les mots sont vachement importants. En revanche, je refuse d'être une proie. C'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas m'atteindre facilement. Sauf quand on oublie de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Mais mais voilà, c'est différent, en fait. Moi, j'accepte d'être victime, mais j'accepte pas d'être une proie. Ouais, 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 je vois la C'est nuance et elle est hyper intéressante, c'est hyper puissant, j'adore. Puisqu'on en est à parler de vulnérabilité et de ouais, bienveillance, ouais. sans transition, on va parler du monde du travail. Yes! Allez.
Alors, dans ton spectacle, on l'a dit pour commencer, tu parles de ton burn-out. Ouais. Alors, moi, j'ai retrouvé, une interview pour Le Monde, Mmh. où tu parles, justement de ce burn-out où tu étais responsable marketing chez L'Oréal. Mmh Pour, recontextualiser, tu as dit: «J'étais venue dans cette entreprise parce que je le valais bien mh. et j'en suis repartie parce que je ne valais rien». J'ai Ouais. trouvé que c'était très, 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 très fort déjà cette phrase, on y reviendra. Donc tu as dit: «Je n'étais pas à ma place dans cet univers de bureau, il ne correspondait ni à ce que j'étais ni à mes valeurs. J'ai quitté L'Oréal en janvier 2010, j'avais 35 ans. Quand j'ai commencé à émerger de mon épuisement professionnel, je me suis demandé: qu'est-ce que, jour après jour, j'avais envie de vivre? J'ai éprouvé le besoin de me renouveler pour survivre. J'ai lâché la problématique économique et je Mmh. me suis dit: essaie de faire ce que tu aimes. Si c'est le bon chemin, tu en vivras». Donc moi, j'ai 2 questions. Il se manifestait comment, cet épuisement professionnel? Déjà, première question, et je te les répéterai si besoin. Oui, avec Et plaisir. deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui tu sens vraiment que tu es sur le bon chemin, celui que tu cherchais quand tu as quitté L'Oréal? Alors, l'épuisement professionnel se manifestait par, Elles ont rien à voir, les 2 oui, oui, questions. c'est pas grave, tu me rappelleras la deuxième. Ça se manifestait par des insomnies constantes. Enfin, déjà, je suis quelqu'un d'insomniaque, mais là, même le peu de temps où je dormais, je rêvais du boulot. Enfin, j'étais vraiment dans le boulot à longueur de temps avec cette sensation de: «Je ne peux pas lâcher, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas arrêter, c'est impossible, tout va s'écrouler». Alors, quel était le tout? Mystère et boule de gomme, hein, mais tout va s'écrouler si j'arrête. C'était vraiment, et puis j'avais des pensées suicidaires et puis enfin vraiment ça allait très, très loin, ouais, donc le burn-out pour moi, le symptôme majeur, et j'ai tendance à en parler aux gens qui sont au bord ou qui sont déjà dedans mais qui ne veulent pas se le dire, c'est justement cette sensation de: «Je ne peux pas et je ne dois pas m'arrêter». Si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas et ne devez pas vous arrêter, c'est précisément là qu'il faut s'arrêter. Est-ce que tu arrives à dire par quoi c'était conditionné? Est-ce que c'était une pression de la hiérarchie? Est-ce que c'était toi toute seule, même si je pense qu'on n'est jamais tout seul à se mettre une telle pression? Bah, déjà, c'était le TDAH parce que ça me rendait différente des autres, que j'étais donc dans un contexte qui était inadapté par rapport à mon trouble. Par exemple, le fait d'être dans un bureau, collectif, quand on a un TDAH, c'est très dur. Parce que l'attention est distraite sans arrêt, parce que voilà, on n'a pas le loisir de focuser sur ce sur quoi on a besoin de se focuser, et ça crée un épuisement mental qui est énorme, en fait. Les personnes qui ont un TDAH, elles sont, je ne sais plus quoi, 4 ou 5 fois susceptibles de faire un burn-out de plus que des gens qui sont normaux, pensants. Ah, c'est très important, Non, non, c'est de le vraiment, oui, oui. rappeler, OK, c'est un chiffre que Non, j'ignorais. non, vraiment, le burn-out, fait partie, en fait, des symptômes du TDAH. Si vous faites des burn-out facilement, posez-vous la question de la neurodivergence. C'est peut-être pas ça, mais ça peut être un autre style de trouble. Donc voilà, donc les symptômes majeurs, c'était vraiment ça, et un stress permanent. Enfin, ça voulait dire que vraiment j'étais et que je pensais que j'étais justement faible d'être stressée tout le temps, et donc je passais ma vie à chercher des solutions pour être moins stressée, sans me rendre compte qu'en fait, bah, j'étais peut-être juste pas au bon endroit pour ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte, justement, que tu étais pas au bon endroit et Bah, que quand j'ai dû m'arrêter de force, hein, ça j'ai pas eu j'ai pas eu le déclic toute seule. Enfin, je remercie mon corps de m'avoir arrêtée. C'est mon corps, à un moment, qui a fait à un moment, un jour, mon cerveau, s'est retrouvé vidé après une réunion qui était un peu dure avec justement la collègue avec qui je partageais mon bureau, et pendant toute la réunion, elle m'attaque, elle m'attaque, elle m'attaque, c'était devant notre chef, commune, et puis on retourne dans le bureau, et là, littéralement, elle change de visage et elle fait: «Alors, tes vacances, c'était comment?» Et j'étais là: «Hein? waouh! Quoi?» Et là, vraiment, j'ai senti le «toum». Ça a buggé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si mon cerveau avait été en surchauffe pour s'adapter en permanence à ce type de comportement en face, parce que c'est une maison, dans laquelle la compétition interne était clairement encouragée, et alors moi, bah, je déteste la compétition, en fait, hein, donc Oui, c'est tout ce qui est enfin, pas aimer les rapports de force, pas voilà, moi j'aime la coopération, la collaboration, donc voilà. ouais. Et c'est ni bien ni mal, encore une fois. Je pense qu'il y a des univers dans lesquels ça se justifie. Mmh. En tout cas, moi, c'était pas le bon endroit pour moi. Et donc, à force de se suradapter, à un moment, mon cerveau, il a fait ch'tounk, terminé. Ça, on n'a plus de solution, on n'a plus de réponse, on peut plus rien dire, en fait. C'est-à-dire que je l'ai regardé comme ça, j'ai fait ça, hein, comme ça, et j'étais plus capable de parler, à tel point que je me suis demandé si je faisais un AVC. Et je voyais les mails défiler sur mon ordinateur cet après-midi-là, et je parvenais pas à répondre à quoi que ce soit. C'était l'enfer. Et donc, je finis par appeler un médecin qui m'a dit: «Bah, vous sortez du bureau immédiatement et puis je vais vous arrêter». Et moi, quand je suis arrivée chez le médecin, je fais: «Bon, bah, arrêtez-moi 2 jours», parce que je revenais de vacances en plus, donc je me sentais déjà coupable d'avoir été en vacances. Donc l'idée de m'arrêter ne serait-ce que plus de 48 heures, c'était inconcevable pour moi. Enfin, vraiment, inimaginable. Et tu dirais que,
ton état d'esprit, c'est lié avec la fameuse définition hyper galvaudée qu'on a de la conscience professionnelle. Le fait qu'on doit tout supporter, tout absorber comme charge mentale sous prétexte que si on n'y arrive pas, qu'on fait pas assez d'efforts, qu'on n'a pas assez de conscience professionnelle. Alors, les autres, je sais pas. Moi, ça oui, mais ça allait même au-delà. Enfin, ça vient aussi de ce conditionnement, que j'ai eu depuis enfant, qu'il faut être utile et qu'il faut se rendre utile pour être aimé. Et donc je faisais ça, je pense que je mettais beaucoup de poids sur la reconnaissance professionnelle parce que, c'était le signe, tangible, factuel de mon utilité dans l'existence. Et donc c'est ça aussi la pression. C'est pour ça que, en fait, les symptômes, ils sont liés évidemment à un contexte. En fait, le contexte, il vient exploiter cette vulnérabilité-là. Et si on n'a pas conscience de cette vulnérabilité-là, bah, malheureusement, elle est utilisée consciemment ou inconsciemment par des organisations. Enfin, je veux dire après, ou Bien sûr. même des relations, ou des amis et cetera. Ma copine Christine Bérou, parle, des abus, qu'on peut subir dans l'enfance ou même dans l'adolescence ou jeune femme et des abus d'ordre, gyno-criminel et en fait, elle dit, elle s'adresse aux hommes en disant: «Faites attention parce qu'il y a énormément de femmes qui ont vécu des choses très abusives sur le plan relationnel et donc vous avez une forte probabilité de tomber sur des femmes qui ont vécu des abus, donc soyez prudents, Mmh. cultivez-vous et apprenez, en fait, à éviter d'être abusifs». Mmh. Et c'est ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout assez cultivés Mmh. sur, les abus probables qu'ont subis des tas de gens et donc c'est ça qui crée des situations ensuite d'exploitation de ces abus, mais parfois sans même en avoir conscience. Ouais. Et je trouve que et dans les organisations, professionnelles, que ce soit des entreprises, des syndicats, des associations, c'est la même chose, en fait. Il faut avoir conscience de ces statistiques-là sur les abus sur les êtres humains pour ne pas être, celui qui va venir réactiver le trauma de ça. Parce qu'après tu te récupères des nanas comme moi en burn-out pendant 1 an, et qui te mettent dans la merde en tant qu'organisation parce que, ben, le truc n'a pas été détecté. Mais c'est très grave et pour le coup, Mmh. c'est un vrai sujet universel. Pour Ouais, un peu chiffrer tout ça, on a 44% de salariés qui sont en situation de détresse psychologique. C'est un chiffre c'est beaucoup, d'Opinion hein? Way. C'est Mmh. quasiment la moitié des salariés en Ouais, France, c'est énormissime. Et en termes de burn-out, on en a 32%. C'est c'est beaucoup. ouais, une Mmh. étude IFOP. Donc, bon, on est quand même sur une bonne universalité qui Mmh. justifie en fait la nécessité vraiment de ton spectacle de juste libérer la parole sur le fait qu'en fait c'est OK de le conscientiser, Mmh. d'agir et pas de se dire. Et en même temps, c'est intéressant que tu t'es dit: «Je Mmh. suis faible, c'est ma faute, je dois supporter», Mmh. parce que je pense que tu es le persona Absolument. un peu Ouais, ouais, classique bien de sûr. beaucoup, beaucoup de salariés en France qui, Ouais. du coup, ont besoin d'entendre ça et de se dire: «Moi aussi, je me trouve nulle, du coup, de pas arriver à supporter la charge mentale». Bah, en fait, c'est juste que je suis en train de me faire presser comme un citron et que Ouais, je vais finir par claquer, quoi. ouais. Donc ton discours est trop nécessaire, donc vraiment mille merci. Ah, merci à toi. Mais besoin de connaître du coup la deuxième question. Est-ce que tu es sur le bon chemin selon toi aujourd'hui? Est-ce que pour toi, tu as pris la bonne décision en faisant ce que tu fais aujourd'hui? Eh ben, c'est une excellente question et c'est, signe de l'univers que tu me la poses maintenant. Oui, j'ai pris la bonne décision, très clairement, c'est l'endroit où je me sens à ma place, pleinement épanouie, pleinement heureuse. Enfin moi, vraiment le être dans l'observation du monde, de l'existence des humains et commenter ça avec humour et permettre de créer des chemins, pour les individus, voilà, pour que à la fois les faire rire et à la fois leur permettre de prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent. Clairement, c'est là où je veux aller, clairement. Après, il y a des quand on est, bah, je suis donc devenue je suis passée de salariée très, très bien payée à intermittente du spectacle. Donc c'était quand même une vraie question et pour moi la question financière, elle était fondamentale. J'ai dû vraiment lâcher prise là-dessus en me disant: «Bon, bah, essaye, tu verras». Et jusqu'à présent, honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai souffert de cette situation. Je me suis très bien débrouillée. Alors, je pas non plus le but n'était pas de m'offrir un yacht ou un jet privé, donc ça tombe bien, parce que j'aurais pas pu. Mais, là, la question, par exemple, elle se pose en ce moment, ça, tu vois? Je partage ma vulnérabilité, voilà, en ce moment. C'est très difficile quand on est artiste, notamment pour moi qui joue, voilà, beaucoup dans des centres culturels ou des scènes conventionnées ou voire des scènes nationales, bah, les budgets diminuent. Donc, moi, j'ai plein d'options de spectacles, là, qui viennent de tomber. C'est-à-dire qu'en fait, là, en ce moment, c'est difficile de gagner ma vie avec mon métier. Donc je suis encore dans ce truc de: «Est-ce que tu as toujours le même lâcher prise maintenant que tu traverses une période difficile?» Et malgré tout, je réponds oui. Je pense que j'essaye quand même d'avoir confiance en me disant: je sens pas que le signe c'est il faut que tu arrêtes et que tu retournes travailler dans des bureaux». Je pense que c'est plutôt un peu une mise à l'épreuve de, bah, si tu aimes vraiment ce métier, si c'est vraiment ça avec lequel tu t'épanouis, continue, va plus loin, continue à t'exprimer.
un moment, ça va revenir, voilà. Et en fait, et aussi, j'essaye de pas tomber dans ce ah mon Dieu, c'est horrible, je vais devoir vendre mon appartement, Bah, tu pourrais, tout on a ça. tous une gestion différente de l'anxiété, Oui, oui, et je on suis est très tenu par anxieuse, l'argent. mais je suis aussi, oui, et on est tenu par l'argent, et puis c'est, enfin, c'est indispensable, hein, malheureusement. Mais j'essaye plutôt d'être dans OK, jusqu'à présent, j'ai vécu des choses, je dis des époques fastes et des époques où c'était plus facile, où c'était moins complexe. Tiens, je vais penser à ces époques-là en me disant ah, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai fait un super voyage, c'était trop bien. Et je ne suis pas dans le regret, en fait. Je suis plutôt dans je rends grâce à ce qui était, de façon à ce que peut-être ça advienne Ouais, par ouais, la ouais, ouais, suite. ouais. Rendez-vous dans un an, j'ai envie Mais de vous dire. tu crois à ça? Tu crois aux énergies, à l'univers, la loi de l'attraction, la force de Bah, la positivité? en fait, c'est assez factuel. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu fais tout ce que tu peux et que ça donne pas les résultats que tu voulais, c'est moi, évidemment que j'ai une phase de remise en question, en me disant, OK, je vais examiner ce que j'ai fait, je vais voir ce que je peux faire différemment. Mais quand j'ai fait de mon mieux, à un moment, je suis obligée de lâcher prise. Donc, soit je lâche prise en disant, bah, de toute façon, la vie, c'est de la merde, et puis on s'en sortira jamais, ce sera horrible, et ça va être la guerre. Voilà. Soit je me dis, qu'est-ce qui m'empêche d'espérer le meilleur? Bien sûr. Qu'est-ce qui m'empêche d'espérer que ça va être plus chouette après? Et donc, bah, je préfère, et ça, c'est vraiment un choix conscient en vrai. C'est-à-dire que enfin, je préfère faire le choix conscient de ça. Donc, quand j'ai ça qui revient de la guerre, ça va être horrible et les gens ne voudront plus jamais venir me voir en spectacle, bah, je me dis, ah, j'ai eu des moments géniaux dans cette carrière et ah, ce serait cool que ça revienne. Je préfère mettre mon énergie là-dessus plutôt que dans ce désespoir-là. Et je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus constructif, même si on est humain, et que Oui. c'est normal d'avoir des phases de questionnement, Ah, mais bien sûr, peut-être même, est-ce que ça serait pas mieux d'arrêter ou de oui, oui, penser absolument. autrement, et c'est OK. Mais moi, Et je je me trouve que l'interdis pas d'ailleurs, hein. et oui, Ouais. parce que va, tout est Mmh. permis, puis c'est des périodes, comme tu Ouais. l'as dit, c'est voilà. Mais moi, je trouve que ton discours, il est essentiel parce que finalement, ce que je retiens, c'est: «J'ai choisi mon bien-être à l'argent». Bah oui. Fondamentalement, c'est ça le sujet. Parce que, Ouais. enfin, on entend le réel, on imagine que Mmh. le salaire devait peut-être être. C'était vraiment très, très bien. Voilà, Je vais pas vous plutôt cool, mentir, c'était vraiment super. plutôt sympa. Pas besoin de compter, hein, voilà. Mais pas besoin de compter, mais voilà. Il y a un Mais, prix à payer aussi. mais ouais, Donc, mais derrière, quand tu fais ce choix, c'est en conscience de te dire je choisis autre chose que l'argent. Et je trouve que c'est un discours aujourd'hui qui est nécessaire quand je te dis que justement, alors tu as 44% de salariés en situation de détresse psychologique. Peut-être qu'il y a des priorités à questionner. alors j'entends, je vais nuancer un petit peu. J'ai pas choisi autre chose que l'argent. J'ai pris le pari que si j'étais bien, l'argent viendrait. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce Mais qui tu est sais que quand tu commences, mais t'as co pas le même confort. non, oui, et pareil, je veux nuancer parce que, il se trouve que moi, je suis quand même très outillée pour l'existence en France. Au sens où, bah, je suis blanche, j'ai eu une éducation bourgeoise, il y a eu des gros, gros manques affectifs, émotionnels et cetera et des énormes traumas, mais j'ai toujours eu à manger dans mon assiette, j'ai toujours eu un toit sur la tête, j'ai jamais vécu de précarité matérielle et je pense que ça malgré tout, ça forge une confiance, en fait. Quand tu as toujours galéré, quand ça a été toujours difficile, moi je comprends qu'on voit les choses un tout petit peu en gris-noir, quoi. Ouais, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ça va demander un effort sur soi un peu supplémentaire d'espérer le meilleur quand on l'a pas forcément connu, quand on ne sait pas ce que c'est que cette sécurité-là et que c'est peut-être pas si compliqué que ça à obtenir. Donc c'est pour ça que je nuance un petit peu, je suis pas le Dalaï Lama, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, j'ai eu quand même un contexte qui m'a vachement aidée à vivre ça. j'entends, mais malgré tout, pour moi, ça Mmh. enlève rien au courage de se lancer Oui, dans ce qui est l'insécurité, oui, parce oui. que tu es intermittent du spectacle, donc Oui, voilà, c'est variable. ouais. Là où Si c'est je joue du pas, je gagne pas de sous. C'est ça, là où c'est du sur le Ouais, salariat. Donc, il faut c'est un quand peu plus même sûr. une dose de courage dosée et Mmh. voilà, girl boss, quoi. Et sans transition, et ça sera la dernière question, j'ai passé un trop bon moment avec toi. Merci. Tu viens de parler d'espoir, hein. Ouais, Donc, sans transition, je te dis merci, tu me fais mes transitions, j'adore quand ça se passe comme ça. Tu finis ton spectacle en disant les trucs fêlés, on ouais, peut les réparer avec de l'or. ouais. Donc, pour moi, j'y vois une énorme notion d'espoir, mais Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait ça? Comment est-ce qu'on répare les trucs fêlés avec de l'or? Déjà en acceptant que c'est fêlé, voir que c'est cassé. Hem, je Pour les personnes qui vivent des traumas et j'ai des proches, hein, qui vivent ça, je sais à quel point c'est difficile de se tourner vers ça, en fait, parce que c'est souvent une très grande douleur. Ça se traduit même parfois par des douleurs physiques, par des pensées intrusives, par des choses, et et moi, je peux comprendre qu'on fuit ça. Je peux comprendre qu'on noie ça dans l'alcool ou même dans des stupéfiants. Enfin, parce que parfois, la douleur émotionnelle, elle est telle que c'est
insupportable, c'est invivable. Donc l'issue, c'est quand même de demander de l'aide et de travailler avec des gens. Quand je dis travailler, c'est vraiment moi j'ai travaillé en thérapie, peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider, mais l'idée, c'est quand même d'accepter que c'est fêlé ou que c'est brisé, d'accueillir ça parce que c'est une part de nous, qui malheureusement ne va pas se comment dire? Tu peux essayer de l'enterrer sous la terre, mais il y a toujours un moment où ça émerge. C'est comme quand enfin, je vais l'image horrible, mais si les cadavres, ils finissent toujours par remonter à la surface d'une façon ou d'une autre, en fait. Et tu beau quelle que soit l'épaisseur de la dalle de béton que tu essayes de mettre par-dessus. Donc, à un moment, et ce sera peut-être pas maintenant, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce machin va remonter. Donc, peut-être que, se faire aider pour atténuer la douleur émotionnelle et parfois avoir des médicaments, ça aide. Les antidépresseurs, ça peut aider. Il y a plein d'autres styles de médicaments qui peuvent aider. Mais si la douleur émotionnelle, elle est très forte, c'est aussi, c'est dur de dire c'est une opportunité quand on sait à quel point c'est douloureux, mais c'est allez, c'est une occasion, j'allais dire une chance, non. C'est une occasion, en fait, d'attraper ce truc-là. Une opportunité. Ouais, mais opportunité, c'est trop positif. Quand on Ouais. connaît la douleur intérieure Ouais, que bien sûr, c'est, ouais. c'est un peu trop c'est un peu moche de le dire comme ça, donc je dirais c'est une occasion. La façon dont moi je procède, parce que j'ai encore parfois des remontées émotionnelles qui sont très, très dures, c'est que je m'adresse à ces émotions comme si c'était une personne. C'est-à-dire que vraiment, je considère que c'est une personne en moi, probablement beaucoup plus jeune. Donc j'ai mon petit process, OK. mais vraiment qu'il y a une espèce de procédure que j'ai mise en place, où je dis: «Ah, t'es là!» C'est-à-dire si je sens une très, très grande angoisse, par exemple, OK. je vais me prendre de la «distance» entre guillemets mentalement en me disant: «Ah tiens, tu es là? Tiens, qu'est-ce que tu viens faire ici?» Voilà, et le premier truc que je vais dire, c'est: «Qu'est-ce que tu veux me dire?» Et donc là, je vais laisser sortir en fait toutes les phrases qui me viennent, mais vraiment, donc ça peut être, je peux le dire à l'oral, je peux le dire à l'écrit, je vais laisser sortir tout, parce que c'est pas là que ça se, en fait, les phrases, elles viennent pas de là, elles viennent vraiment du corps en fait, je trouve. Enfin, c'est un sentiment assez fort que j'ai. Et une fois que je vois toutes ces phrases, je dis: mais c'est qui? C'est quel âge? Et là, en général, j'ai un chiffre qui monte. Et c'est un peu étonnant, mais en fait, notre corps et notre mental, il sait, en fait, inconsciemment, ce qu'il a envie de nous dire. Et donc, souvent, j'ai un chiffre qui monte et ça me donne l'âge de l'émotion qui me parle. Et ça veut dire que c'est à cet âge-là que cette émotion, elle a commencé à se construire. Et donc, je peux me replacer dans ce contexte-là et accompagner comme si c'était une petite moi, Ouais, en disant: ouais. «Ah d'accord, ah mais c'est normal que c'était cette émotion-là à tel âge». Je vous donne un exemple. J'ai été chez un médecin parce que j'étais inquiète, parce que j'avais, chopé un truc et machin, et le médecin était hyper désagréable, hyper méchant et cetera. Je suis sortie, j'avais très très envie de pleurer, en fait, en Ouais, sortant ouais. du cabinet. Et donc je sors du cabinet et je me dis: «Ouh là!» Et vraiment j'étais très émue, mais comme une enfant, hein. J'étais vraiment j'étais sur le trottoir, beau milieu du 17e. Et donc je me suis dit: «Ah! Ah, qu'est-ce que tu veux me dire?» Et donc j'étais là: «Mais c'est horrible, il est hyper méchant, pourquoi je suis encore toute seule? Pourquoi personne veut m'aider?» Et cetera. Et vraiment je me suis laissée sortir le truc. Oui, dans la rue, pas grave, on s'en fout. Les gens n'ont pas notre temps pour nous juger, c'est pas grave en fait. Donc voilà, donc oui, dans la rue. Et donc j'ai senti ça sortir, OK, et j'ai fait: «OK, c'est qui? Quel âge?» «4». «Ah! OK, 4 ans, normal, normal. Tu as 4 ans, tu vis des choses horriblement difficiles. C'est normal, je suis là, t'inquiète pas, la moi adulte, elle est là, on peut gérer. Ce médecin, il peut rien nous faire de mal, il a été très désagréable, bah, c'est pas grave, on va aller en voir un autre. C'est OK, et moi je suis là et moi je vais m'occuper de ça. Et je t'informe, et c'est la dernière phase du truc qui, moi, m'aide à revenir en place, c'est de réactualiser. C'est-à-dire que je parle à cette émotion-là en disant: OK, donc salut 4 ans, figure-toi qu'on en a 49. C'est-à-dire que depuis toutes les horreurs qui t'arrivent là, il s'est passé ça. C'est-à-dire que tu as été à l'école, puis tu as été au collège, puis tu as été au lycée, et puis depuis, il s'est passé ça, et puis on a coupé les ponts avec nos parents, et puis en plus, depuis, bah, on a fait 3 enfants, il s'appelle un tel, etc. En fait, je réactualise, je ramène 4 ans, je lui montre qu'on a 49 ans et que tout va bien se passer. Et là, cette émotion, et c'est quand on parle de accepter ou accueillir ses émotions, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. C'est pas juste dire: «Ah mince, ça va pas du tout». Oui, mais Ouais. c'est aussi, voilà, faire parler ce truc-là, voilà. Mais c'est mon truc à moi, après, Ouais, je sais pas si c'est bien, mais mais moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que la clé pour son apaisement, c'est d'être connecté à son enfant intérieur, peut-être. c'est en tout cas, d'accepter que parfois on est traversé par des émotions qu'on contrôle pas, qu'il faut pas chercher à les contrôler, et que, en tout cas pour moi, les accueillir, c'est se comporter comme si c'était une petite personne qui venait avec un problème. Et que donc, bah, quand quelqu'un vient avec un problème, il faut pas lui fermer la porte à la tronche, parce que sinon elle va revenir Ouais, forcément, ouais. et peut-être plus grosse, et peut-être plus imposante, et peut-être plus, voilà. Donc c'est surtout ça. C'est, parce que son enfant intérieur, en fait, il y a plusieurs personnes. Enfin, il y a des âges de la vie auxquels on a traversé des émotions et des événements, et donc ces âges, c'est intéressant de les accueillir un par un.
Hyper je fort. trouve. Ouais, mais je suis ravie qu'on finisse sur ça parce que Merci. c'est un peu notre référent, je pense. On peut appeler ça comme on veut, son enfant Mmh. intérieur, son référent, mais Ces au âges final, intérieurs, ouais. ouais, c'est ses âges intérieurs, mais au final, quand on est dans cette forme de pureté et on peut s'adresser à lui, à elle et lui demander: «Est-ce que tu serais fier? Qu'est-ce que tu aurais fait?» et cetera Mmh mh. et c'est un bon référentiel, je trouve Mmh. et c'est une super clé pour les personnes qui nous écoutent. Bah, moi, ça m'aide. Bah, C'est ouais, ouais, mais je pense que pareil, c'est, finalement assez universel. On parle beaucoup en plus de cette question d'enfant Mmh. intérieur, de comment être connecté, pourquoi et Mmh. cetera donc ah, bah, trop bien, au top. Mais écoute Olivia, merci encore 1000 fois pour, bah, ce que tu représentes, ce que tu incarnes, ton Merci de rien. spectacle qui encore une fois est d'utilité publique, que je vais rappeler. Donc tu joues ton spectacle «Oui, je sais» à l'Européen à Paris, on a le 31 mars et le 30 avril et puis Ouais. tu es en tournée dans toute la France et bravo pour tout. Merci. Tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Ah, parce que moi, j'ai beaucoup parlé, hein, donc Mais c'était passionnant, c'est moi, je vraiment. vois dans les vies, je parle de moi en plus, donc si tu veux, bon, passé un très, très bon moment. Voilà, C'était parfaitement passionnant. bien. Bah, trop bien, ça fait hyper plaisir. Ça Merci. s'appelle Check le média. Si ça te va, on se fait un petit check de fin? Mais oui, avec Trop plaisir. bien, je m'adapte. Allez, comme ça.